La France vit à l'heure des grèves, mais nous, c'est un autre sujet que nous allons nous exprimer ce matin. Je suis avec Galeb Benchek, qui est le président de la Fondation de l'Islam de France. Donc on va parler, évidemment, de l'islam et des élections aussi au CFCM qui ont été reportées, qui devaient avoir lieu samedi dernier et qui ont été reportées à la mi-janvier. Benchek. Bonjour Yves Tréhard. Alors, la Fondation de l'Islam de France, c'est une créature, si je puis dire, ou une création qui est assez récente. Il y a une histoire derrière elle, mais une fondation qui date de 2016 précisément, François Hollande. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est sa mission précise ? Alors, j'aimerais bien revenir sur sa proto-histoire. Elle est la fille d'une autre fondation, la Fondation des œuvres de l'Islam de France, et pour X raisons sur lesquelles je n'ai pas envie de m'appesantir maintenant, le Conseil d'État a dû la dissoudre pour carence d'activité. Celle-là est née, hélas, au lendemain de l'annus horribilis 2015, et sa mission première était de contrecarrer le salafisme, le fondamentalisme et la violence extrémiste qui s'abat au nom de l'islam. Vous arrivez à vous faire entendre ? Dis encore quelles sont ses missions plurielles. Celle-là est principale. C'est une institution laïque, reconnue d'utilité publique, œuvrant pour le bien commun, et elle n'est pas communautaire puisqu'elle s'adresse à l'ensemble des citoyens français et à quiconque veut bien l'entendre. Est-ce que j'arrive à être entendu ou pas? En tout cas, l'homme est le fils de l'adversité et nous nous bagarrons tous les jours. Notamment, et là, j'arrive à me faire entendre dans ce que j'appelle l'UPI, l'Université populaire itinérante, où nous allons de ville en ville, de cité en cité, de quartier en quartier, porter le débat, exorciser les hantises, apprivoiser les peurs, domestiquer les angoisses, parler. Je crois à la thérapie de et par la parole et s'approprier un débat sur la question épineuse. Combien de débats par semaine, par exemple, ou par mois? Non, en réalité, parlons de 2 débats sérieux par mois. Sérieux, vous voulez dire des débats importants où il y a beaucoup de monde ou... Alors, on a la forme débat convivial jusque quasiment le mini-meeting, donc de 70 personnes à 1000 personnes. Dans toute la France. Dans toute la France. Et l'audience n'est pas uniquement composée de personnes de confession musulmane. En aucun cas et d'aucune manière. C'est à quiconque a envie de venir débattre de ce sujet. Je ne veux pas que dans notre pays, la question islamique soit une question épineuse. D'accord. Il faut l'aplanir et la régler. Elle l'est pourtant, vous le savez. Bien entendu, on n'élude jamais les questions et on n'esquive pas le choc des idées, et on n'élude pas le débat. Alors justement, il y a une institution qui s'appelle le Conseil français du culte musulman qui devait tenir ses élections la semaine dernière, samedi dernier, qui a reporté cette élection, très difficile à organiser. Et c'est une institution qui a été créée par Nicolas Sarkozy qui a finalement pas réussi à représenter l'ensemble des musulmans de France. C'est impossible, ça. J'ai un principe et je souligne presque 3 paradoxes. Le principe, en réalité, mais je vais le transgresser très vite, c'est que je suis président de la Fondation de l'Islam de France, qui se veut laïque. Et il y a un yalta entre le culturel et le culturel. Comme dans toutes les religions. Comme dans toutes les religions, et notre mission, elle est éducative, culturelle et sociale, et la période des vaches grasses fera en sorte qu'on sera aussi dans le domaine philanthropique et humanitaire. Mais le mais de taille, c'est que je vais transgresser ce principe, je vais me mêler, si je puis dire, de ce qui ne me regarde pas. Et là, je passe aux 3 paradoxes. Le premier, il est curieux que Nicolas Sarkozy se mêle à un moment donné de ce que la loi ne l'autorise pas à faire. C'est la fameuse loi de séparation du 9 décembre 1905. Mais, sans être macronien, en même temps, il était fondé aussi à trouver des interlocuteurs. Il n'en avait pas. Il a fait en sorte, lors de ce fameux conclave de Nainville-les-Roches, ce château qui se trouve dans l'Essonne, à choisir et désigner les membres du bureau d'une instance qui se voulait élective. Ça ne se passe même pas comme ça dans les républiques bananières.
Ça, c'est le premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, nous ne pouvons pas non plus demander, non sans raison, à notre État de ne pas se mêler des cultes quels qu'ils soient, et en l'occurrence le culte islamique, et nous accommoder de ce que j'appelle désormais l'islam consulaire, c'est-à-dire accepter une présidence tournante, tantôt pour faire plaisir au Maroc, tantôt pour faire plaisir à l'Algérie, tantôt pour faire plaisir à la Turquie. Ce n'est pas sérieux et c'est inacceptable. Troisième paradoxe. Et le troisième paradoxe, c'est que nous ne pouvons pas non plus demander, et à juste raison, de dire au pouvoir public de ne pas se mêler des affaires cultuelles, et en même temps ne pas leur fournir, si j'ose dire, des hommes et des femmes sérieux, compétents, propres, intègres, et ayant la volonté d'agir pour le bien commun et l'intérêt général. Alors, Mohamed Moussaoui, qui est un des concurrents, je dirais, ou un des prétendants justement à la présidence du CFCM, pointe la défiance justement des musulmans vis-à-vis du CFCM. Vous comprenez cela? Il le fait à juste raison. Et aussi, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil, je ne dis pas qu'il n'y avait pas pensé, c'est que les musulmans comme citoyens n'ont pas besoin d'être représentés par une quelconque instance de quelque ordre que ce soit. Ils sont représentés au Parlement. J'ajoute souvent qu'il vaut mieux que le collège électoral soit conforme au collège électif sans se prévaloir de son appartenance confessionnelle. En revanche, qu'il y ait une instance qui se charge des questions cultuelles, de la gestion, de la pratique, de la formation des imams, c'est ce que nous faisons, nous, au niveau de la partie dite profane, qu'il y ait le contrôle sur les mosquées, qu'il y ait une vision sur l'ensemble de la pratique culturelle. Ça revient au CFCM de faire ça? En principe, il le fait? Oui. Dans les faits, non. Mais mon hésitation de quelques secondes vous donne déjà la réponse. D'accord. C'est possible de faire un islam de France ou c'est une chimère? Non, ce n'est absolument pas une chimère parce que il y a un islam d'Indonésie, un islam du Yémen, il y a un islam du Canada, il n'y a aucune raison. C'est quoi l'islam de France alors? L'islam de France, si j'ose dire, et je fais un clin d'œil à l'histoire, c'est un islam gallican qui s'affranchit de toute autre ombre tutélaire étrangère. Ce qui n'est pas le cas, donc. Et donc il n'y a aucune raison de le laisser perdurer. Je dis ça à la fois au pouvoir public, je dis ça aussi à mes compatriotes musulmans. Ça veut dire qu'il faut faire le ménage à l'intérieur du CFCM, il faut revoir cette institution, il faut faire le ménage dans les mosquées en France? Oui, et c'est une affaire avant tout des citoyens musulmans et des fidèles, mais aussi une affaire qui devient une cause nationale. Il vaut mieux aborder ces questions avec sérénité, calme, froideur d'esprit, dans le tintamarre médiatique que nous connaissons. Bruno Retailleau, qui était à votre place il n'y a pas très longtemps, qui est donc un sénateur LR de la République, disait il y a 200 mosquées qui devraient être fermées en France. Vous confirmez ce pour-propos salafiste ou pour des propos qui appellent à la haine? Moi, je crois à l'autorité de la République. S'il y a une quelconque infraction par rapport à la loi, et quand ça tombe sous le coup de la loi, il faut que la justice soit rendue et faite avec célérité et sévérité. On a l'arsenal législatif pour ça? J'ai cru comprendre que dans la loi de 1905, il y a la police des cultes. Oui. Et si on n'a pas l'arsenal juridique, dans un État démocratique et civilisé, on fait évoluer le droit. Oui. Et encore faut-il que cette affaire soit appliquée sérieusement et sur des faits objectifs. Et donc, de ce point de vue-là, je n'ai aucun problème à ce que la loi soit respectée et appliquée. Appliquée. Il y a quelques semaines, il y a eu une manifestation à Paris dite contre l'islamophobie qui a été pas mal critiquée. Il y a des partis politiques comme le Parti socialiste qui n'ont pas voulu justement s'y associer parce que c'était, je dirais, pointer quelques lois françaises comme liberticides. Quel regard vous portez sur cette manifestation? D'abord sur le mot lui-même. Les linguistes distinguent le mot sac, le mot valise, le mot poison et le mot piège. L'islamophobie? Et le mot islamophobie réunit quasiment les 4 notions. Ce n'est pas un mot que vous adoptez, vous? En aucun cas et d'aucune manière. Pour 2 raisons. S'il s'agit de la peur de l'islam et sans autoflagellation aucune, si on a comme seul regard et seule compréhension
de la civilisation impériale islamique et de la tradition religieuse islamique est une tradition avant tout de mansuétude, d'amour et de miséricorde que ce que fait la monstruosité idéologique et religieuse dénommée Daesh, il y a de quoi avoir peur de cette tradition religieuse. Et si c'est ne pas critiquer l'islam, c'est un non-sens total. Toute doctrine, toute philosophie, toute théologie qui élude le choc des idées, qui esquive le débat et qui ne répond pas aux questions, s'atrophie. Donc on peut critiquer l'islam au même titre que le judaïsme et que le catholicisme. La critique est la bienvenue, elle est salutaire. La critique académique fait avancer les choses et quand elle est populaire, n'est jamais dénuée de bon sens. Donc bienvenue aussi à la critique. Moi je distingue l'islamophobie de la mise-islamie, comme on aurait dit misanthrope ou misogyne ou misandre, c'est-à-dire du grec mésos qui renvoie à la détestation, l'hostilité. Des croyants cette fois. Des croyants. Et malheureusement, dans notre pays, il y a beaucoup de mises islamiques. Ah oui? Oui, hélas. Il se traduit comment? Par des rhéteurs de piètre qualité oratoire qui disent que le choix dans notre pays est entre la France et l'islam. Oui. Ou encore, on nous a bassiné les oreilles avec la théorie du grand remplacement, etc., avec une approche on ne peut plus captieuse entre migration et islam, alors que les deux faits ne sont pas tautologiques. Oui. Absolument pas. Ils se recoupent, mais ils ne sont pas tautologiques. Alors, cette manifestation avait été organisée après une autre polémique qui a porté sur le port du voile. Alors là, c'était dans un établissement public, certes, mais pas par une élue, ni par une enseignante, mais par une accompagnatrice scolaire. Est-ce que, à votre avis, il faut revoir la loi sur le voile islamique pour les sorties parascolaires ou périscolaires? Alors, pardon Yves Tréhard, le voile n'a pas à être qualifié d'islamique, le voile tout court, parce qu'il est tout aussi judaïque que christique aux chrétiens, qu'islamique en l'espèce. D'une part. D'autre part, ma réponse sur ce point est en 4 points très brefs. Oui. Le premier, je déplore pour ma part, et je l'ai toujours dit, ça me vaut quelques inimitiés, que le débat n'ait pas porté intra-islamique. On a bien vu qu'un président du CFCM en intérim et un de ses prédécesseurs, qui pourrait être aussi son successeur, ne disent pas la même chose sur ce sujet. L'un nous dit que c'est une prescription religieuse, l'autre nous dit que ça ne fait pas partie des fondements canoniques de la foi. Selon vous? Et selon moi, on se noie dans un verre d'eau parce que je mets quiconque au défi de me dire est-ce que dans les années 60 ou 70, dans les sociétés musulmanes, on allait au lycée ou à l'université voilée, de Jakarta à Casablanca, de Peshawar à Dakar. Non. Donc, non. Donc c'est une affaire qui finalement a été venue avec le rigorisme wahhabou-salafiste dans une offensive fondamentaliste. Deuxième sujet, en l'état actuel du droit, cette maman accompagnatrice pouvait être présente dans l'hémicycle avec son enfant et l'élu Rassemblement national n'était pas fondé de l'interpeller ou d'interpeller la présidente du Conseil de la manière avec laquelle ça s'est passé. Troisième niveau, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a une psychosociologie ou une psyché collective qu'il faut aussi prendre en considération. Or, le reste de nos compatriotes, quels qu'ils soient, sont un peu réfractaires à cette idée du voile. La sagesse recommande d'en tenir compte. Quatrième point, et j'en aurai fini, eh bien, si l'état actuel du droit n'est pas suffisant, eh bien, en démocratie, on fait évoluer le droit par la sagesse des législateurs. D'accord. J'ai une dernière question avant de passer aux questions de Léa Fournier. Via les internautes, enfin, ou plutôt via Léa Fournier des internautes, il y a un autre débat en France, c'est de savoir si les djihadistes, c'est-à-dire ceux qui pratiquent l'islamisme, là on n'est plus dans l'islam, eh bien, qui sont partis combattre au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, doivent être jugés en France. Votre opinion? Ma religion n'est pas faite, si je puis dire. J'ai envie de dire que ceux qui ont tourné le dos à la nation, eh bien, qu'ils assument leurs conséquences et ça devient une affaire des États où ils se trouvent, selon les relations qu'il y a entre ces États et le nôtre. Exception faite peut-être pour ce qui concerne l'État syrien. En revanche, pour les enfants, il y a lieu de les récupérer, bien entendu. D'accord.
On continue le talk, on est avec Khaled Benchek ce matin, qui est le président de la Fondation de l'Islam de France. Et donc vos questions, chers internautes, avec Léa Fournier. Bonjour Léa. Bonjour Yves, bonjour Monsieur Benchek. Bonjour. Alors, on parlait il y a un instant du voile et justement sur Twitter, Petit Boulot affirme qu'à aucun moment on ne recommande de se couvrir la tête dans le Coran, oui, voilà. C'est exactement ce que vous nous disiez il y a un instant. C'est vrai. Du coup, ce n'est pas écrit, mais alors d'où vient le port du voile finalement? Nous n'allons pas nous improviser exégète du Coran en quelques secondes. Mais c'est vrai, à supposer par extraordinaire qu'il faille s'y enchaîner, ce qu'on appelle l'enchaînement à la référence scripturaire, ben non, ni le mot voile en tant que tel, parce que ça a été traduit abusivement par voile, ni le fait de se couvrir les cheveux, n'est dans sa littéralité la plus stricte, n'est mentionné dans le Coran. Donc, c'est venu dans une construction postérieure. C'est l'expression d'un militantisme? C'est plus profond que ça. J'ai l'occasion de dire que toute la séquence moment Descartes, moment Freud, ayant été ratée dans les contextes islamiques et surtout le moment Freud n'ayant pas eu lieu dans ces sociétés, donc on est revenu après avoir connu un apogée civilisationnel, on avait connu une civilisation du raffinement, du bien-être, de l'hédonisme, du plaisir, des relations harmonieuses entre hommes et femmes, la décadence, la régression aidant, on est revenu à une sorte de pudibonderie affectée dont font les frais les femmes, et puis le corps féminin est devenu objet de beaucoup de cristallisation. Et ça date de quand, ça, du coup? Ça date avec le début de la décadence. En gros, c'est revenu avec l'ère de la colonisabilité. Le néologisme n'est pas de moi, de l'aptitude à des peuples entiers de subir une colonisation qui était terrible aussi, qui était même une abomination absolue. Donc, en gros, fin 19e et tout au long du 20e siècle, même avec un travail considérable de ce qu'on appelle le féminisme dans les sociétés arabo-musulmanes. C'était une réaction par rapport, justement, aux colons? Entre autres, pas uniquement, mais entre autres. Autre question. On parlait à l'instant d'un terme que vous utilisez, le terme de Miss Islamie. Au lieu d'utiliser le terme islamophobie donc pour désigner la haine des musulmans, Éric Labé sur Twitter souligne que sur le plan sémantique, l'islamophobie renvoie à la peur de l'islam et, selon lui, est donc adaptée car, je cite, on ne peut pas désolidariser cette peur des risques d'attentat. Qu'est-ce que vous lui répondez? Et qu'il a tout à fait raison. Je suis le premier à l'avoir dit, il vaut mieux regarder les choses en face. En plus, je ne suis pas homme à me défausser non plus sur les médias, l'article est toujours abusif. Mais si je n'ai moi-même, comme citoyen français, comme unique canal d'information sur notre propre société, que l'unique revue, le Nouveau Détective, ou la revue Détective, il y a de quoi désespérer de l'âme humaine en France et devenir francophobe. J'espère que ce n'est pas mon cas et je ne le serai pas. Mutatis mutandis, on est dans la même situation. Si on a comme seule information sur la chose islamique, sur le fait islamique, sur l'islam, sur le vocable même, que les décapitations de Daesh, que les attentats, etc., et qui ont eu lieu, il ne faut pas dire « ah non, halte l'amalgame, ceci n'a rien à voir avec l'islam ». Si, malheureusement, ça a à voir, simplement, ça n'épuise pas la totalité de cette tradition, je dis bien tradition religieuse, mais aussi la civilisation impériale qu'elle sous-tend. Donc ça devient une affaire de connaissance, d'éducation, de culture, d'enjeux civilisationnels, oui. Donc islamophobie renvoie à la peur, oui. Et du coup, pourquoi vous préférez le terme Miss Islamie si vous dites vous-même que c'est aussi cette peur? Parce que moi, je compatis à l'état de l'arachnophobe ou du claustrophobe ou de l'agoraphobe. Il a peur des araignées, il a peur de l'exiguïté, et puis il a peur, j'allais dire, de la place publique quand il y a des gens. Et ça devient une affaire qui nécessite une thérapie. Donc je compatis à l'état de l'islamophobe. En revanche, le mis-islamique, pardonnez-moi, chère Léa, je prends un exemple relatif aux femmes. Il y a l'androphobe et la misandre.
Une femme androphobe a peur des hommes, pour la simple raison qu'elle a pu avoir un papa strict, un professeur peut-être beaucoup plus réactionnaire, ou je ne sais pas, et un frère violent. Donc elle peut en avoir peur et on peut la comprendre. En revanche, une misandre, c'est que c'est une femme qui déteste, qui est les hommes. Bon, c'est malheureux. Là, ça tombe sous le coup de la loi. Peut-être qu'il y aurait une loi contre la mise islamique, mais contre l'islamophobie, non. Non. Autre question. Alors, sur le site du Figaro, un internaute souligne « Le problème en France, ce sont les imams étrangers. Il faudrait qu'ils soient tous formés en France. » Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, vous avez un rôle à jouer. Qu'il a tout à fait raison. Notre cœur du métier à la fondation... Beaucoup d'imams étrangers en France. Alors, les chiffres sont des êtres fragiles qui disent n'importe quoi sous la torture, donc on peut les triturer comme on veut, mais j'ai eu vent d'un chiffre de 68%. Or, 68% des imams de France ne maîtrisant pas la langue française ou venant d'États tiers, c'est quand même problématique. Et c'est pour ça que je dis, non sans un brin de provocation d'ailleurs, il vaut mieux que nos imams puissent maîtriser l'ensemble du patrimoine culturel, à commencer par la geste de Roland, qui ne fut pas tendre vis-à-vis des Sarrasins, ni vis-à-vis du prophète de l'islam. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pas non plus par auto-flagellation, c'est simplement, et il n'y a pas de schizophrénie non plus, c'est qu'il y a là un patrimoine culturel et un héritage qu'il faut savoir approprier et enrichir par la civilisation arabo-islamique. Alors, est-ce qu'on progresse justement sur la formation en France des imams? Pour ce qui nous concerne, et en dépit de nos moyens epsilonesques, oui, parce que la partie dite culturelle, profane, celle des institutions, du droit des cultes, oui, nous formons, on est même à 150, même au-delà d'imams, c'est très peu au regard des besoins, mais on commence à le faire. Pour la partie théologique, j'ai la faiblesse de croire que même la théologie classique n'est pas tout à fait maîtrisée, on est dans une approche un peu traditionnaliste et voire rigoriste, et je vais peut-être dire quelque chose qui ne plaira pas à vos téléspectateurs, c'est que moi je ne suis pas pour que le concordat perdure, mais dès lors qu'il existe, il vaut mieux aussi qu'il profite à la formation des imams pour régler un problème. On ne peut pas dire que la laïcité est une exception en France, que le concordat est une exception dans l'exception et que l'islam est une exception dans l'exception dans l'exception. Ce n'est pas sérieux. Vous êtes, vos moyens de subsistance et d'existence sont des moyens de l'État? Non, pour l'instant non. Pourtant, nous sommes reconnus d'utilité publique. Nous bénéficions du mécénat de quelques entreprises et je les salue. Et nous avons jusqu'à présent bénéficié de la générosité du prince Karim Aga Khan, citoyen britannique. Mais après le Brexit, nous ne pourrons plus le faire puisque nos statuts disent que nous ne pouvons pas avoir de financement en dehors de l'espace européen. Alors comment vous allez faire? Eh bien, nous allons nous débrouiller ou mourir de notre belle mort alors que l'islam est un sujet crucial dans notre pays et j'ai envie, à travers vos ondes, appeler à ce qu'il soit une cause nationale. Je rêve qu'on dise 2020-2022, aplanir les difficultés de l'islam dans notre pays est une cause nationale pour l'ensemble des citoyens. Mais en faisant une cause nationale, ça veut dire qu'on pointe la singularité de l'islam. Ah, s'il a une singularité, il faut la pointer. Si elle ne va pas de pair avec les idéaux de la République, il faut le dire. Mais de ce point de vue-là, la franc-maçonnerie a une singularité, le judaïsme a une singularité, le christianisme a une singularité. Khaled Benchek, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci Léa d'avoir été à l'écoute de nos internautes qui étaient très nombreux ce matin. Merci et pardon pour le décalage horaire un petit peu de ce talk de ce mardi, mais évidemment les circonstances, la grève et les manifestations expliquent beaucoup de choses. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci Léa.